À toute époque, les hommes ont observé le ciel avec passion et curiosité. Et à toute époque, le monde a eu son lot de phénomènes aériens inexpliqués. Si certains cas demeurent aujourd'hui encore mystérieux, d'autres ont de simples explications ou ne sont que le fruit de l'imagination du monde. En ce qui concerne notre histoire, tout commence en 1947, près d'une petite ville du Nouveau-Mexique. Roswell, Nouveau-Mexique. Nous sommes le 7 juillet 1947, quand un fermier du nom de William Brazel découvre de mystérieux débris dans son ranch situé au beau milieu d'une zone désertique. Pour comprendre ce que Brazel pense avoir découvert, il faut remonter quelques semaines plus tôt, le 24 juin, lorsque Kenneth Arnold rapporte avoir observé 9 objets volants qu'il n'a pas pu identifier lors d'un vol près du Mont Rainier, dans l'État de Washington. C'est ici, à peu près à cet endroit, que j'ai vu cet éclair énorme dans le ciel, qui a inondé tout l'intérieur de mon avion. J'ai vu cette formation luminescente de machines volantes vraiment bizarres qui s'approchaient rapidement du Mont Rainier. Et bien sûr, je n'arrêtais pas de me demander ce qu'étaient ces foutus engins volants que je n'avais jamais vus. Lorsqu'il racontera son aventure étonnante aux journalistes, il emploiera pour la première fois l'expression « soucoupe volante ». Flying Saucer. Le sensationnalisme joue un rôle crucial dans la compréhension des événements par le grand public. Il faut savoir que 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le climat entre les États-Unis et l'Union soviétique est tendu. Le rapport de Kenneth Arnold met donc en quelque sorte le feu aux poudres, et beaucoup de spéculations ainsi que de témoignages d'observation de soucoupes volantes pleuvent entre les USA, le Canada et l'Europe. 2 semaines plus tard, tout s'enchaîne. Ce jour du 7 juillet 1947, la base locale de l'US Air Force est alertée et les officiers Jesse Marcel et Sheridan Kavitz sont envoyés sur place par le général William Blanchard afin de constater les faits. Dès le lendemain, le Roswell Daily Record relate la découverte. L'armée de l'air récupère une soucoupe volante dans un ranch de la région de Roswell. Mais peu de temps après, Roger Ramey, supérieur de William Blanchard, dément officiellement avoir découvert un vaisseau extraterrestre lors d'une conférence de presse. Il ne s'agirait alors que d'un simple ballon météo. Et c'est là que nous entrons dans le contexte de la guerre froide. À la fin des années 40, l'armée américaine lance un projet ultra secret du nom de Projet Mogul. Le projet Mogul consistait à envoyer des ballons-sondes capturer les ondes sonores de potentiels essais nucléaires en URSS et d'après une commission d'enquête du Sénat américain, l'un des ballons de ce programme ultra confidentiel se serait écrasé en juillet 1947 près de la ville de Roswell. Ces faits sont confirmés par un téléx déclassifié du FBI quelques années plus tard. Ces circonstances expliquent le doute des soldats locaux à l'époque vu qu'ils n'étaient évidemment pas au courant d'un tel projet. Le projet Mogul reste à ce jour l'explication la plus rationnelle concernant le crash de Roswell. Et au final, la vague d'hystérie collective provoquée par le témoignage de Kenneth Arnold joue en la faveur de l'armée qui souhaite protéger ses secrets jusque dans le désert du Nevada. En 1993, un producteur londonien, Ray Santilli, affirme être en possession du corps d'un extraterrestre récupéré à Roswell et vend le film d'une autopsie à plusieurs télévisions. On apprendra en 2005 de la bouche de Santilli que le film était un faux. Août 2013. Des documents déclassifiés font mention pour la première fois de la zone 51. Cet endroit situé au sud de l'État du Nevada a nourri pendant des décennies l'imaginaire collectif. Le contexte géopolitique tendu et les produits culturels aidants, on aimait s'imaginer que des tests ultra secrets sur des engins extraterrestres y étaient menés. Mais que s'y passait-il vraiment ? Nous sommes en 1955 lorsque l'avionneur Lockheed et la CIA sélectionnent cette base datant de la Seconde Guerre mondiale afin d'y développer un projet d'avion espion ultra confidentiel, l'U-2. Il y a des détecteurs datant de la Deuxième Guerre mondiale qui signalent les objets métalliques de grande taille.
l'alerte est transmise au poste de garde qui peut savoir qu'un véhicule se déplace dans telle ou telle direction. L'endroit est pour le moins à l'abri des regards. Entre le relief montagneux, l'isolement géographique et le positionnement au beau milieu du Nellis Air Force Range, ainsi que la proximité avec le terrain d'essai du Nevada. En effet, qui viendrait s'aventurer dans une zone où des bombes nucléaires sont testées? Le fait est que la CIA utilise l'U-2 afin de voir au-delà du rideau de fer. Espionner secrètement les soviétiques est une question stratégique à l'époque, et les programmes noirs développés dans le désert du Nevada sont là pour ça. L'armée de l'air a bien compris l'utilité de satisfaire la curiosité des indiscrets. Et pour ce faire, elle utilise le projet Blue Book dédié à l'étude des ovnis. Les responsables de ce projet devaient inventer de toutes pièces des écrans de fumée lorsque l'U-2 ou bien plus tard l'Oxcart était observé par des civils, ce qui était monnaie courante, surtout par des pilotes de ligne ou leurs passagers. Le projet Blue Book a néanmoins sérieusement étudié la question des ovnis durant des décennies. Les campagnes de désinformation détournent l'attention du public quant aux opérations menées à Groom Lake, et le phénomène ovni permet en quelque sorte aux services secrets et à l'armée de camoufler les programmes noirs, en plus de prendre des sécurités supplémentaires avec les employés de la base. Les personnes travaillant sur ces projets ne devaient en faire mention nulle part et s'inventer une vie double, quitte à mettre en péril leur cercle familial. Le fait est que les précautions prises par les services secrets de l'US Air Force payent, et encore aujourd'hui, même parmi les gens qui ont tout donné pour leur travail, personne ne sait ce qu'il se passe au milieu du Nellis Air Force Range. En août 2013, la déclassification de documents de la CIA permet de mettre en lumière des opérations de rétro-ingénierie menées non pas sur des engins extraterrestres, mais sur des appareils soviétiques, les MiG. C'est à partir de 1967, dans le cadre des programmes Have Drill, Have Fury et Have Donut, que l'US Air Force récupère plusieurs avions de chasse soviétiques. Pour faire court, à la complexité géopolitique de la guerre froide viennent s'ajouter les nouveaux conflits au Moyen-Orient entre Israël et les États arabes fournis en armes par l'URSS. Le Mossad réussit à obtenir un MiG-21, fleuron de l'artillerie soviétique, grâce à un pilote irakien compromis, Mouni Redfa, après le putsch contre le régime communiste en place en Irak. Le rôle de Redfa, débauché par les services secrets israéliens en échange de sa sécurité et de précieux renseignements, sera crucial quant à la suite des événements en zone 51. Dès lors, Israël fournit aux Américains du matériel de guerre récupéré lors de batailles au Proche-Orient. Matériel qui se retrouve très vite en zone 51, considérant l'importance stratégique qu'il confère face à l'ennemi soviétique. Des milliers de personnes s'affairent et travaillent dans le secret le plus absolu, à l'étude et au test de ces engins. Les essais menés en zone 51 sur les avions, les chars ou bien les radars récupérés par Israël confèrent aux États-Unis une puissance militaire inégalée. Dès lors, les ingénieurs s'attellent à la mise en service des premiers bombardiers furtifs, souvent pris pour des ovnis de par leur forme singulière. Pour ce faire, ils utilisent des données analysées après récupération des postes de contrôle radars ennemis. Quant aux chasseurs d'ovnis qui observent ces prototypes dans le ciel au-dessus de Groom Lake, ils seront bien vite discrédités pour des raisons évidentes de confidentialité. Et ce n'est qu'un exemple qui illustre à quel point la base de Groom Lake est un endroit stratégique à bien des égards durant la guerre froide. La désinformation plus ou moins volontaire autour de la zone 51 est d'une aide salutaire pour la CIA et l'US Air Force qui souhaitent garder le secret sur les opérations menées à Groom Lake. Une dizaine d'années plus tard, le premier prototype de chasseur furtif sort des hangars de la base de Groom Lake. Les programmes Have Blue, Senior Trend et F-117 sont les derniers programmes connus de la zone 51 et datent de la fin des années 70. Ce qu'il s'y passe depuis demeure dans le secret le plus absolu. Entre crise géopolitique, programmes secrets et mythes orchestrés, la zone 51 n'a pas fini de livrer tous ses mystères. Plus de 60 ans après sa création, on ne sait rien de ce qu'il s'y passe aujourd'hui et aucun document ne sera sans doute déclassifié avant des années. Alors qu'en penser ? Eh bien peut-être que les petits hommes verts sont en fait de petits hommes en combinaison orange.